Bonjour chers étudiants, on va continuer notre cours du droit pénal général. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous réitérer une fois de plus l'importance de respecter les mesures de confinement pour vaincre ce virus dont les vecteurs exacts de transmission ne sont pas connus avec certitude, du moins jusqu'à ce jour-là. Dans la séance dernière, on a mis l'accent sur l'importance de classification des différentes infractions par catégorie ou par famille, parce que, sous la notion d'infraction, on l'a dit d'ailleurs, des infractions au pluriel, bien sûr, se dégagent et qui ne sont pas forcément soumises au même régime juridique. En fait, l'examen exhaustif de ces divisions et de ces classifications de l'infraction permet d'avoir une connaissance parfaite non seulement de la théorie de l'infraction, mais également du délinquant. On a distingué la séance dernière 3 groupes parmi les classifications principales de l'infraction, selon que le critère adopté est tiré de la définition légale de l'infraction ou des formes de son exécution matérielle ou encore de l'élément matériel, c'est-à-dire d'après l'existence ou non de l'intention coupable. Dans le premier cas, c'est-à-dire les classifications fondées sur l'élément légal, on a pu dégager 2 groupes, bien sûr selon que le législateur a considéré la gravité de l'infraction ou sa nature. En ce qui concerne, bien sûr, la classification fondée sur la gravité de l'infraction, on s'est référé à la répartition tripartite prévue par l'article 111 du Code pénal, bien sûr, qui a fait une répartition selon que l'infraction est un crime ou un délit ou encore une contravention. Bien sûr, le délit il se dédouble, on l'a dit d'ailleurs ça dans la séance dernière, en 2, c'est-à-dire il y a les délits correctionnels et les délits de police. Bien sûr, la qualification de l'infraction est fondée sur la gravité, sur son degré de gravité, qui dépend du degré de gravité de la peine. Et c'est d'ailleurs parmi les critiques avancées à cette répartition tripartite. En ce qui concerne les classifications fondées sur la nature de l'infraction, il s'agit là de distinguer les infractions de droit commun des infractions politiques d'une part et des infractions militaires d'autre part. De même, une distinction entre l'infraction de droit commun et l'infraction terroriste s'impose. En effet, la notion d'infraction politique est difficile à déterminer parce que le législateur non seulement n'a pas fourni une énumération limitative des infractions qui seraient politiques, mais encore, il n'a pas donné une définition à cette notion. C'est ainsi que la distinction entre l'infraction politique et l'infraction du droit commun a fait l'objet d'un débat doctrinal en vue d'en déterminer les critères. En effet, lorsque les criminologues se penchent sur la violence politique, ils posent une distinction essentielle. D'abord, entre ceux qui, par ruse ou par stratégie pacifique, entendent agir sur les mécanismes d'appropriation du pouvoir. Et ceux, bien sûr, qui, par violence ouverte et déclarée, cherchent à atteindre le même objectif. Les premiers, bien sûr, qu'on appelle les aristocrates de la criminalité, n'ont jamais constitué un sujet de préoccupation pour les criminologues. C'est une lutte entre les systèmes de gouvernement plus qu'entre les hommes. Pour certains chercheurs comme Lombroso, ce type de délinquance accélère l'histoire ou encore une forme de délinquance artificielle selon Garofalo. Ce sont des délinquants par idéologie, caractérisés par un certain état d'esprit, même s'ils sont attirés par le pouvoir. À l'égard de ces délinquants, l'application du régime répressif classique serait inefficace. Pour l'individualisation de ces infractions politiques, 2 critères sont concevables. Un critère objectif et un autre subjectif.
Selon le critère objectif, l'infraction est politique quand son objet est politique. Ainsi, le complot en vue de changer le régime constitutionnel est objectivement politique. Selon le critère subjectif, l'infraction, quelle qu'elle soit, devient politique si le mobile de son auteur est politique. Bien sûr, chacun de ces critères est en lui-même précis, mais la réalité présente des situations délicates parce que mêlant le politique du non politique. Par exemple, l'assassinat d'un ministre est objectivement une infraction de droit commun, mais la qualité de la victime révèle le mobile politique de l'assassinat. On parle ici d'infraction complexe. Dans le même sens, le vol d'armes dans une armurerie lors d'une insurrection, le vol est objectivement une infraction de droit commun, mais bien sûr le contexte de l'agissement révèle le mobile politique du voleur. On parle ici d'infraction connexe, parce que le vol distinct de l'insurrection s'y rattache cependant. Malheureusement, notre droit ne prévoit pas, contrairement à certaines législations, une véritable nomenclature quant à l'établissement d'une échelle de peine aux infractions politiques. Toutefois, leur distinction aux infractions de droit commun présente un intérêt sur plusieurs plans. D'abord, au niveau de l'exécution des peines, il n'y a aucune différence de traitement entre le délinquant de droit commun et le délinquant politique, c'est-à-dire les attentats et complots contre le roi, la famille royale et attentats et complots contre la forme du gouvernement, des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'État sont tous assimilés aux crimes et délits de droit commun. Bien sûr, les infractions politiques sont instruites et jugées par priorité comme affaires urgentes. Au niveau de la condamnation prononcée, bien sûr, il ne fait pas obstacle à l'octroi ultérieur d'un sursis, pas plus qu'il ne constitue un obstacle à l'octroi des circonstances atténuantes ou une cause d'aggravation en cas de récidive. Bien sûr, le jugement des infractions à connotation politique relève de la compétence du tribunal militaire. En plus des infractions politiques, les infractions militaires doivent elles aussi être individualisées par rapport à celles du droit commun. Parce que, bien sûr, l'armée est un monde à part, hermétique et hiérarchisé à l'extrême. Toute atteinte à la discipline militaire doit être réprimée pour effet d'exemplarité, sous peine de désagrégation de ce groupe social au particularisme si accentué. Pour cerner l'infraction militaire, deux critères sont théoriquement envisageables. Un critère subjectif et un autre objectif. Selon le critère objectif, on envisage soit la nature intrinsèque militaire de l'infraction, soit la qualité militaire de son auteur. Ainsi, seront qualifiées d'infractions militaires par nature, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être commises que par des militaires, l'insoumission, la désertion, l'insubordination, les mutilations volontaires et les sabotages contre le matériel militaire. En vertu du critère objectif, le délinquant peut être soit toute personne auteur d'un fait qualifié de crime au préjudice de l'armée, ou toute personne auteur d'un fait qualifié de crime lorsqu'un ou plusieurs membres des forces armées sont co-auteurs ou complices, ou toute personne perpétrant une infraction contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État en tenant compte des dispositions des articles 190 et 202 du Code pénal. En effet, ces intérêts que présente la distinction entre l'infraction militaire et celle du droit commun se manifestent différemment selon qu'il s'agisse
du plan national ou du plan international. Sur le plan national, les infractions militaires relèvent de la compétence des forces armées royales. Juridiction militaire est par nature d'exception. Il peut prendre à l'égard des auteurs poursuivis toutes les sanctions classiques, mais aussi des sanctions propres à l'univers militaire, le tout dominé par un esprit de sévérité et de rigueur. Sur le plan international, l'extradition n'est pas appliquée en matière d'infractions militaires. En ce qui concerne la comparaison entre les infractions de droit commun et les infractions militaires. Généralement, toute infraction de droit commun peut être qualifiée d'infraction terroriste lorsqu'il a été commise dans un but précis. En effet, les règles relatives au terrorisme sont issues de la loi 0303, bien sûr relative à la lutte contre le terrorisme, tel qu'il a été modifié et complété par la loi 86-14 du 20 mai 2015. Pour être soumises à un régime juridique distinct de droit commun, les infractions en cause doivent être intentionnellement commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou encore par la violence. Ce sont les dispositions de l'article 218 du Code pénal. Bien sûr, le terme « entreprise » est peu précis et paraît impliquer une organisation, un plan d'action ou encore un dessein formé à l'avance. Peu importe le nombre des participants à cette entreprise, puisque la loi envisage l'entreprise individuelle. En revanche, l'agent doit avoir comme but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, c'est-à-dire une peur collective de la population pour l'amener à céder ou inciter le gouvernement à céder. Cette distinction entraîne des conséquences sur la compétence des juridictions et au niveau de la peine. Relativement à la compétence, les nouvelles dispositions du Code de la procédure pénale prévoient, et ce nonobstant toute disposition contraire, que sera poursuivie et jugée devant la juridiction marocaine compétente toute personne de nationalité marocaine ou étrangère ayant commis hors du territoire marocain en sa qualité d'auteur principal, de co-auteur ou de complice le crime de terrorisme qu'elle vise ou par l'atteinte au Maroc ou à ses intérêts. Toutefois, si les actes en question ne visent pas le Maroc et qu'ils ont été commis par un étranger et hors du territoire du royaume, leur auteur ne peut pas être poursuivi ni jugé que s'il se trouve sur le sol marocain. Relativement aux peines, la peine encourue par l'infraction terroriste est aggravée d'un échelon. Selon les dispositions de l'article 218 alinéa 7 du Code pénal, le maximum des peines prévues pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 218 est relevé comme suit lorsque les faits commis constituent des infractions du terrorisme. La mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle, la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion, le maximum de peine privative de liberté est relevé au double sans dépasser 30 ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement. Lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par 100 sans être inférieur à 100 000 dirhams. Lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues par l'article 62 du Code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d'autrui. Ceci dit, si les classifications fondées sur l'élément légal présentent tous ces intérêts qu'on a cités, qu'en est-il de la classification fondée ou bien des classifications fondées sur l'élément matériel? Bien sûr, la distinction des infractions fondées sur la matérialité
est classiquement envisagée soit d'après le mode d'exécution matériel, soit d'après le résultat, soit enfin en partant de la constatation dans le temps de leur, de la localisation dans le temps de leur constatation matérielle. En partant du mode d'exécution matériel, on distingue les infractions instantanées des infractions continues ou successives, d'une part, et les infractions simples et les infractions d'habitude. Encore, on doit distinguer les infractions simples des infractions complexes. Quant à la première distinction, c'est-à-dire la distinction entre les infractions instantanées et celles, bien sûr, dites continues ou successives. L'infraction instantanée est celle qui se réalise en une période de temps pratiquement négligeable, telle que le vol ou le meurtre. Cela ne veut pas dire qu'une telle infraction n'exige pas une longue préparation. Elle se trouve néanmoins consommée en un instant. L'infraction continue, que l'on appelle encore successive, est celle qui se prolonge dans le temps par une réitération constante de la volonté du coupable après l'acte volontaire initial. Ce sera par exemple le cas de la non-représentation d'un enfant, de l'abandon de famille, bien sûr du port illégal de décoration qui exige une nouvelle intention coupable à chaque nouvelle sortie du délinquant, du recel des choses volées qui exige que le receleur conserve volontairement la chose reçue en connaissant la provenance frauduleuse. L'infraction continuée constituerait une catégorie intermédiaire entre l'infraction instantanée et l'infraction continue. C'est la réitération d'une série d'infractions instantanées du même nature, liées entre elles par une intention unique, comme le vol de gaz ou d'électricité par branchement clandestin, ou encore le déménagement d'une villa où le voleur est obligé de faire plusieurs voyages. En raison de l'unité d'intention, la jurisprudence soumet les infractions continuées au régime des infractions continues. C'est le temps d'exécution ou la possibilité de se prolonger dans le temps qui permet de distinguer entre les deux infractions. L'infraction continue est une infraction dont le temps constitue l'un des éléments constitutifs ou celle qui peut connaître un prolongement dans le temps postérieurement à sa commission. De même, une infraction instantanée peut par son mode d'exécution présenter les caractères d'une infraction continue, comme un vol dont la réalisation peut s'étaler dans le temps. Cette distinction présente beaucoup d'intérêt. D'abord, concernant la détermination de la juridiction compétente. Le délit instantané par nature relève de la compétence d'un seul tribunal, puisque, par définition, il s'est commis sur un lieu unique. Pour le délit continu, il y a possibilité d'une compétence multiple, puisque le délit peut avoir des effets sur plusieurs points. En cas de survenance d'une loi pénale nouvelle, l'infraction instantanée demeure régie par la loi en vigueur au moment où a été accompli l'acte incriminé, tandis que l'infraction continue reste soumise à toute loi nouvelle, même plus sévère si l'action s'est prolongée sous l'emprise de la loi nouvelle. Le délai de prescription de l'action publique a pour point de départ le jour où l'acte incriminé a été accompli lorsqu'il s'agit d'une infraction instantanée et lorsque l'acte délictueux prend fin lorsqu'il s'agit d'une infraction continue. Bien sûr, la deuxième classification tirée de la forme d'exécution matérielle de l'infraction est celle qui distingue les infractions simples des infractions d'habitude, bien sûr selon qu'il s'agisse d'un acte unique ou d'une pluralité d'actes. L'infraction simple ou d'occasion est consommée en un seul trait de temps par un acte d'action ou d'omission unique et isolé, comme le vol, le meurtre, coups et blessures, etc. À l'opposé, l'infraction d'habitude
est composé de plusieurs actes semblables dont chacun pris isolément ne constitue pas une infraction, mais pris dans leur totalité, il constitue l'infraction en question. Par exemple, l'exercice illégal de la médecine ou encore la mendicité, qui est l'exemple type vraiment des infractions d'habitude. La répétition du même acte est le critère qui permet d'établir la distinction entre ces deux catégories d'infractions. La répétition constituant l'habitude est distincte de la répétition propre à la récidive, qui ne se réalise qu'après la condamnation du délinquant par une décision définitive. Le nombre de fois constitue dans le cadre des infractions d'habitude un élément constitutif de l'infraction. La jurisprudence considère que l'habitude est caractérisée dès la commission de deux actes. Trois grands effets se présentent dans ce cadre. Au niveau de la détermination de la juridiction compétente, seule l'infraction d'habitude est susceptible de générer la compétence de plusieurs juridictions, à savoir toutes celles dont le ressort desquelles un acte constitutif d'habitude a eu lieu. Dans le cas de survenance d'une loi pénale nouvelle, bien sûr, l'infraction simple, l'infraction simple demeure régie par la loi en vigueur au moment où a été accompli l'acte incriminé, tandis que l'infraction d'habitude est soumise à toute loi nouvelle, même plus sévère, si un des actes constitutifs de l'habitude a eu lieu, bien sûr, après l'adoption de la nouvelle loi. Quant au délai de la prescription de l'action publique, pour l'infraction instantanée, la dite prescription a pour point de départ le jour de la commission de l'infraction, alors que, concernant l'infraction d'habitude, il s'agit du jour du dernier acte constitutif de l'habitude. Quant à la comparaison entre les infractions simples et les infractions complexes, la distinction d'ailleurs, il n'est pas prévu par le code pénal, mais il entraîne plusieurs effets. L'infraction simple, comme on l'a déjà expliqué, est composée d'un seul élément matériel qui donne à l'acte sa qualification pénale, comme le meurtre, qui est constitué par tout acte de nature occasionnant la mort. L'infraction complexe, quant à elle, présente la particularité d'être constituée de plusieurs actes dont la nature est différente du point de vue de leur réalisation matérielle. L'exemple classique est fourni par l'escroquerie, en ce sens que les manœuvres frauduleuses, fréquemment constituées de plusieurs actes étalés dans le temps, bien sûr provoquent la remise de valeur par la victime. Acte distinct, bien sûr, des précédents. Quant aux effets de la distinction, bien sûr, les effets sont nombreux et on peut, bien sûr, déterminer trois grands effets de cette classification. Au niveau de la détermination de la juridiction compétente, seule l'infraction complexe est susceptible de générer la compétence de plusieurs juridictions, à savoir toutes celles dont le ressort desquelles un fait constitutif de l'infraction a eu lieu. En cas de survenance d'une loi pénale nouvelle, l'infraction simple demeure régie par la loi en vigueur au moment où a été accompli l'acte incriminé, tandis que l'infraction complexe est soumise, bien sûr, à toute loi nouvelle, même plus sévère, si l'un des actes constitutifs de l'infraction a eu lieu après l'adoption de la loi. Quant au délai de la prescription de l'action publique, le point de départ de la prescription pour l'infraction instantanée est le jour de la commission de l'infraction, alors que l'infraction complexe, bien sûr, a comme point de départ le jour du dernier acte constitutif. Ceci dit, du point de vue du résultat, on distingue les infractions matérielles et les infractions formelles. Il y a infraction matérielle lorsque le résultat dommageable figure parmi les éléments constitutifs de l'infraction.
de sorte que celle-ci n'est consommée qu'autant qu'un tel résultat a été obtenu. Il n'y a meurtre, par exemple, que si la victime est décédée. S'il ne l'est pas en dépit du but recherché, il y a simplement tentative de meurtre. Dans ce cas, le résultat qualifie l'infraction. Une infraction est dite formelle lorsqu'il est considéré comme consommé indépendamment du résultat dommageable voulu par son auteur. Il y a par exemple empoisonnement par l'administration de substances de nature à entraîner la mort, indépendamment des suites pour la victime. Quant à l'intérêt de la distinction, il se localise, bien entendu, surtout à propos du régime de la tentative. S'il est facile de séparer entre délit consommé et un délit tenté à propos des infractions matérielles, cette séparation, en revanche, est beaucoup plus délicate lorsque nous sommes devant un délit formel. Ce dernier existe du seul fait de sa commission, et même si son auteur est intervenu pour empêcher le résultat de se produire. Bien sûr, il y a un autre critère de distinction, c'est le critère quant au moment de la constatation de l'élément matériel. À ce stade, on pose traditionnellement la distinction entre infraction flagrante et une infraction non flagrante. L'infraction flagrante est celle qui vient de se commettre ou qui se commet. L'infraction non flagrante est celle qui est séparée par un temps plus ou moins long à partir du jour de sa commission. La constatation des éléments matériels de l'infraction flagrante est quasiment instantanée. Les différences vont se dérouler au niveau de la procédure pénale. Ainsi, les conditions de poursuite, d'instruction et de jugement seront assez rapides et ne dégagent pas les garanties que l'on retrouve lorsque l'infraction n'est pas flagrante. Bien sûr, après, les classifications fondées sur la définition légale de l'infraction et celles dont le critère est tiré des formes d'exécution matérielle de l'infraction, il y a lieu de se pencher sur le troisième type de classification fondée cette fois-ci sur l'élément moral. Bien sûr, la principale distinction des infractions fondées sur l'élément moral est celle des infractions intentionnelles et des infractions non intentionnelles. Les infractions intentionnelles sont celles qui requièrent chez l'agent l'intention. En d'autres termes non techniques mais excessifs, on dit généralement qu'il l'a fait exprès. Le meurtre, par exemple, suppose évidemment que le meurtrier ait voulu la mort de sa victime. Les infractions non intentionnelles sont celles qui existent indépendamment de l'intention de l'agent, et quand bien même, donc, il ne l'a pas fait exprès. Par exemple, au cas de contravention pour stationnement d'un véhicule en un endroit prohibé, l'infraction existe, même si, par exemple, le contravenant s'est irrégulièrement garé par mégarde et sans vouloir enfreindre le règlement. En d'autres termes, s'agissant d'une infraction non intentionnelle, la bonne foi, c'est-à-dire l'absence d'intention, est indifférente. Quant à l'intérêt de cette distinction, bien sûr, elle est utile en ce qui concerne surtout la tentative. Celle-ci n'existe que pour les infractions intentionnelles et il est exclu en matière d'infraction non intentionnelle. De même, une infraction non intentionnelle ne peut être justifiée par la légitime défense qui implique une riposte volontaire. Enfin, si l'infraction est intentionnelle, une condamnation ne pourra intervenir qu'autant que la preuve de cette intention aura été rapportée par le ministère public. Je m'arrête là. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.